artiste de la satire. Il dénonce les incohérences et l'ironie à la fois. Richard Martineau. Vous avez vu la première page du Journal de Montréal. C'est une photo de Vincent Berthiaume. Il y a 42 ans. Il est en douleur 24 heures par jour, des douleurs chroniques. Il prend des doses assez fortes d'opiacés, justement, pour pouvoir supporter ces douleurs-là. Et son corps s'habitue aux opiacés, donc il doit tout le temps augmenter la force de la dose. Il est tanné, il est écœuré, il n'en peut plus. Il demande l'aide médicale à mourir, mais malheureusement, on ne peut pas lui donner parce qu'il ne rencontre pas les critères. On va parler avec le docteur Georges L'Espérance, qui est neurochirurgien et président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Bonjour, docteur L'Espérance. Bonjour, M. Martineau. Bonjour. Bonne année, d'ailleurs. Bonne année à vous. Merci. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va mieux. Je remonte la pente. Merci, c'est gentil. Bon. Docteur L'Espérance, c'est très mystérieux, les douleurs chroniques. Hein? J'ai un ami, moi, qui a mal au dos depuis à peu près 35 ans. Il a vu tous les médecins possibles et impossibles. Il n'arrive pas à savoir pourquoi il a mal au dos, qu'est-ce qu'il devrait prendre, à part des opiacés, pour supporter la douleur. C'est très mystérieux, ces douleurs-là. Oui, vous avez raison, mais la douleur lombaire, les lombalgies, les maux de dos, c'est la première raison de douleur chronique en Amérique du Nord. Donc, c'est rien de nouveau. Ça fait longtemps que plusieurs personnes se penchent là-dessus. Parfois, on trouve des raisons. Parfois, ou assez souvent, on n'en trouve pas. Mais en général, on arrive quand même à en trouver. Mais il y a plusieurs patients qui restent avec une douleur dont la cause précise reste inconnue. Écoutez, avant, les premiers critères, lorsqu'on parlait de l'aide médicale à mourir ou le droit de mourir dans la dignité, c'était que la mort arrivait bientôt. Là. Exact. On a élargi ces critères-là. Oui, depuis mars 2021. C'est-à-dire que le critère où le patient devait être en fin de vie ou selon la nomenclature du Code criminel en mort naturelle raisonnablement prévisible. Ce critère-là n'existe plus depuis le jugement de la juge Beaudoin à la Cour supérieure du Québec en septembre 2019. Donc, les patients avec des douleurs chroniques, un syndrome de douleur chronique, sont tout à fait admissibles à l'aide médicale à mourir. Bien sûr, il y a d'autres conditions à remplir. C'est que c'est considéré comme étant une maladie grave et incurable, ce qui veut dire que il faut que le patient ait eu de nombreux traitements, des essais thérapeutiques de tous ordres. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut qu'il y ait, comme autre critère, un déclin avancé et irréversible, selon les termes de la loi, de sa situation, ce qui arrive assez fréquemment avec les patients qui ont des douleurs chroniques de très longue date. On ne parle pas d'une douleur qui existe depuis 6 mois, là, on se comprend. Ce sont des douleurs qui existent depuis de nombreuses années. Troisièmement, il faut que le patient présente des souffrances physique dans le cas présent, mais ça peut aussi être, c'est pas nécessairement nécessaire les deux, ça peut être des souffrances psychologiques aussi, bien évidemment. Donc, dans un cas de douleur chronique, si le patient a eu pendant des années toutes sortes d'investigations, de traitements, que tout a été tenté, et même des traitements qui pourraient être suggérés comme étant invasifs, mais là, on rentre dans le droit du patient de refuser des traitements selon sa propre perception, selon ses propres valeurs. Donc, une fois que tout ça a été fait, si le patient est considéré comme remplissant les critères, bien sûr, il peut obtenir l'aide médicale à mourir. Là, vous comprenez, M. Martineau, je ne parle absolument pas du cas oui, je comprends. Que vous présentez parce que je ne le connais pas. Maintenant, ce qui me trouble un petit peu dans simplement ce que j'ai lu dans le journal, c'est que la première évaluation avait jugé le patient admissible à l'aide médicale à mourir et la deuxième ne le trouvait pas. Ouais. Dans la loi du Québec et le Code criminel, c'est la même chose. Il y a ce qu'on appelle le premier évaluateur. C'est pas forcément dans l'ordre chronologique. Le premier, c'est celui qui va donner l'aide médicale à mourir, qui va donner le soin. Et le deuxième, c'est celui qui vient confirmer. Okay. Lorsque le deuxième évaluateur, qu'il soit médecin ou infirmière maintenant, là, n'est pas du même avis que le premier évaluateur, c'est tout à fait le droit du patient de demander une deuxième opinion. C'est pas un problème, ça. Ça se fait assez régulièrement. Maintenant, bien sûr, on ne fait pas du magasinage, mais comme tout patient a le droit de demander une deuxième opinion pour un traitement, ça aussi, c'est vrai dans ce cas-là.
Maintenant, si le premier évaluateur a jugé que le patient était non admissible, premier dans le sens du médecin ou l'infirmière prestataire, celui qui va donner l'aide médicale à mourir, si lui n'est pas d'accord, ben là, c'est un petit peu plus complexe. Il n'y a rien qui empêche un patient de demander un deuxième avis. Mais ça peut être un petit peu plus complexe. Ah ben c'est très éclairant ce que vous dites. Cela dit, ça pose une question intéressante, c'est-à-dire que est-ce que les critères manquent de clarté pour qu'ils soient interprétés différemment par deux médecins? Non, c'est pas tellement que les critères manquent de clarté, c'est disons, comment je pourrais vous dire ça, c'est la sensibilité des médecins et des infirmières praticiennes spécialisées qui évaluent le patient, qui vont donner le soin, à savoir si, selon cette personne-là, le patient rencontre le critère. Alors, c'est un secret de polichinelle, là, il y a des médecins qui sont, disons, plus ouverts et d'autres qui sont plus restrictifs sur cette évaluation-là. Mais ça, on rencontre ça assez souvent en médecine. Hein. Vous allez avoir deux chirurgiens pour une condition donnée, puis le premier va vous dire non, moi je l'opère pas, puis le second va vous dire ben écoutez, je pense que dans ce cas-là, on pourrait opérer. Donc c'est pas quelque chose de complètement incongru. Par ailleurs, la question que vous posez est très intéressante. Est-ce que les critères sont pas assez précis? Mais comment peut-on préciser des critères lorsque l'on parle du déclin du patient et de la souffrance? C'est le patient lui-même qui ressent tout ça. C'est pas nous. On peut pas évaluer ça de façon objective. On peut évaluer le parcours du patient, bien sûr. C'est ce qu'on doit faire. On doit écouter le patient, bien sûr. Mais il n'y a pas de critères spécifiques. Moi, si vous me dites que vous avez une douleur à 3 sur 10, selon les nomenclatures usuelles, mais que vous dites à l'autre médecin qui est à 6 sur 10, qui suis-je pour dire que vous m'avez raconté des histoires? C'est le patient qui ressent sa douleur, comme son déclin d'ailleurs. Écoutez, parmi les critères, ressentir des souffrances physiques ou psychologiques intolérables. Actuellement, mettons quelqu'un qui est paraplégique, il y a seulement sa tête là, qui fonctionne, il n'y a pas l'usage de ses bras et de ses jambes, il passe ses journées couché sur le ventre. Est-ce que cette personne-là peut avoir l'aide médicale à mourir en disant, ben ma mort n'est pas prévisible, je peux vivre comme ça encore pendant 30 ans, mais je trouve que psychologiquement, c'est intolérable ce que je ressens. Est-ce que cette personne-là aurait droit à l'aide médicale à mourir? Oui, absolument. Depuis mars 2021, il y a plusieurs patients dans cette condition-là qui ont eu l'aide médicale à mourir. Bien sûr, si la personne le demande et bien sûr s'il rencontre les autres conditions. Mais vous savez, les patients qui sont dans un tel état, dans les blessés médulaires, là, quadriplégiques ou paraplégiques, ben, avec les années, ils peuvent développer ce qu'on appelle des douleurs neuropathiques, ils peuvent développer d'autres sortes de problématiques, des syringomyélies, etc., etc. Donc, il n'y a pas un seul cas qui est identique aux voisins. Il faut vraiment, c'est au cas par cas qu'on évalue tous ces patients-là, et en les écoutant, puis en étant ouvert à leur situation. C'est ce que je pourrais dire. Et docteur L'Espérance, on arrive dans un terrain glissant, c'est-à-dire quelqu'un, mettons, qui souffre de schizophrénie, qui a essayé des traitements, ne peut pas le guérir. Les gens qui souffrent de problèmes de santé mentale de façon chronique disent que c'est une douleur absolument insupportable. Et est-ce qu'il va falloir, à un moment donné, les écouter, puis peut-être permettre, et ça, je sais que c'est un terrain glissant, mais permettre à des gens qui ont des pressions majeures, qui n'arrivent pas à guérir, des problèmes de santé mentale, d'avoir l'aide médicale à mourir? Ben, en fait, pour moi, c'est pas du tout un terrain glissant. Il y a énormément de gens, moi ou d'autres, là, qui sont favorables à l'aide médicale à mourir chez les patients qui présentent des problématiques de santé mentale comme seule pathologie, c'est le terme officiel, là. Par exemple, un patient schizophrène, mais qui aurait aussi un cancer, peut très bien obtenir l'aide médicale à mourir en autant qu'il est apte à décider pour lui-même. Par ailleurs, un patient qui n'a, entre guillemets, là, qui n'a qu'une schizophrénie ou une dépression chronique qui ne guérit pas, etc., etc., ces patients-là, pour le moment, n'ont pas accès à l'aide médicale à mourir. Et c'est, pour moi, comme de nombreuses personnes, c'est malheureux. D'ailleurs, il y a eu un guide, un rapport d'experts qui a été produit à la demande du gouvernement fédéral il y a déjà 3 ans maintenant
de tout un groupe de psychiatres et de psychologues qui étaient favorables aussi à l'aide médicale à mourir pour les patients avec des problématiques de santé mentale. En même temps, Docteur L'Espérance, on dépense des millions de dollars pour des campagnes de sensibilisation pour les gens qui sont tentés par le suicide en disant « accroche-toi à la vie, une lumière au bout du tunnel » et tout ça. Et de l'autre côté, on donnerait presque une corde à des gens qui veulent en finir parce qu'ils ont des problèmes de santé mentale. Il y a comme une contradiction, là. Oui et non. Au pied de la lettre, oui, il y a une contradiction, mais de façon clinique générale, il n'y a pas de contradiction parce que ces patients-là sont suivis pendant des décennies par tout un groupe de traitants, médecins, infirmières, psychologues, etc., etc. Et donc, on connaît, ces patients-là sont connus dans leur environnement. Et vous avez raison de dire que le suicide, c'est un problème. Mais ce qu'on se rend compte aussi, c'est que depuis qu'il y a l'aide médicale à mourir, il y a moins de suicides, un peu particulièrement chez des gens âgés, évidemment. Alors, il n'est pas question d'avoir l'aide médicale à mourir pour un jeune homme ou une jeune femme qui demanderait l'aide médicale à mourir à 30 ans sous le chapeau, si je puis dire, d'une problématique de santé mentale. Mais par contre, l'évolution avec les années de cette personne-là peut amener éventuellement une demande d'aide médicale à mourir, comme pour la santé mentale, qui pourrait être admissible. D'ailleurs, actuellement, il y a 2 personnes en Ontario qui vont, on l'espère, aller en cours et que ça va se rendre jusqu'à la Cour suprême, parce que je rappelle que jamais la Cour suprême, dans sa décision de février 2015, n'a donné de liste de maladies. Jamais la Cour suprême n'a exclu les problématiques de santé mentale. Donc, il va falloir à un moment donné ou à un autre y venir pour une simple raison, c'est que ces patients-là sont extrêmement souffrants et que ça paraît pas comme une jambe cassée, évidemment. Tout à fait. Merci beaucoup pour ces éclaircissements-là. C'est une conversation fort intéressante. Docteur Georges L'Espérance, donc, vous êtes neurochirurgien et président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, M. Martineau. Bonne journée à vous.